Dans cette sixième vidéo, je parle d'abord de ma tentative de m'enfuir des tortures que la voix des gens que j'appelle encore Compagnon 96 me faisait expérimenter à Rabat Saleh. Compagnon 96 communiquait avec moi et me conduisait à distance en novembre 1996 quand j'étais dans un état de folie partielle. En 1996, je travaillais au siège de la commune Bni Khlef Louisiya et je vivais seul à Mohammedia, près de Casablanca au Maroc. Mon nom est Azlaf Mohamed et je suis originaire du tribu Haddiyin d'Elayoun dans la région d'Oujda. Donc, cette nuit-là, j'irai dans mon état de folie partielle à Rabat, au quartier Diour Jama' autour du boulevard Hassan II. À un moment de cette nuit-là, toute ma pensée s'était subitement unie et m'avait poussé à me diriger vers la gare Rabatville en hâte. J'avais décidé de venir à Elayoun, près d'Oujda, où habitaient encore mes parents. À mon arrivée à la gare Rabatville, cette nuit-là, aucun employé de la gare ne m'avait demandé si j'avais un billet. Est-ce par simple coïncidence qu'il en était ainsi? J'étais monté dans le train d'Oujda vers minuit. J'avais trouvé le train à la gare bien qu'il vînt de Casablanca. C'était donc ma dernière nuit à Rabat. Dans le train, l'ancienne classe 4e, je m'étais d'abord assis à la buvette du train à côté d'un militaire en tenue officielle verte. La voix de Compagnon 96 n'était pas long à revenir dans le train. La voix de Compagnon 96 m'avait ordonné de me lever et de quitter la buvette du train. Puisque les autres passagers du train n'entendaient pas les communications de la voix, les sons devaient être entrés directement dans mon cerveau en jouant sur la fréquence des sons. La voix de Compagnon 96 m'avait orienté dans le sens contraire du mouvement du train vers l'arrière. Quand j'étais arrivé au niveau de la porte des toilettes du train, la voix m'avait dit d'y entrer. J'avais obéi et j'avais fermé la porte des toilettes derrière moi. La voix m'avait ensuite ordonné avec un ton de hâte qui ne permet aucune contestation. Masturbe-toi. J'avais effectivement pris le morceau de savon qui se trouvait sur le lavabo, l'avais mouillé avec l'eau du robinet et avait commencé l'opération. La voix de Compagnon 96 avait ajouté « Masturbe-toi maintenant sans le savon », c'est-à-dire avec ma salive. La voix avait ensuite passé à l'extorsion en me disant « Fais vite ou il va entrer ». Le train s'approchait alors de la gare de Sidi Yarab au-delà de Kenitra. La voix m'avait ordonné de sortir des toilettes. C'était alors que, par ordre successif et pressant, la voix de Compagnon 96 m'avait fait faire des va-et-vient dans un même compartiment, puis autour de la porte près d'un compartiment. Le contrôleur du train était arrivé à ce moment-là accompagné de son collègue et le train commençait à réduire sa vitesse pour s'arrêter à Sidi Yarab. Ce contrôleur de train m'avait appliqué une gifle amicale en grommelant une moquerie à mon sujet avec le style de « Tu sais, lui, il s'adressait à son collègue. C'est qu'il m'avait reconnu. En fait, j'avais eu un contact avec ce même contrôleur à Mohammedia quand je voyageais de Mohammedia à Elayoun et je l'avais reconnu moi-même. Le contrôleur du train m'avait fait descendre du train qui venait de s'arrêter à la gare de Sidi Yarab et je ne lui avais opposé absolument aucune résistance. J'étais donc descendu à Sidi Yarab cette nuit-là. J'étais d'abord allé à un chantier de construction pour y passer la nuit
mais le froid m'avait fait changer d'avis. J'étais allé à un boulevard avec réverbère et c'était dans le café jour et nuit de ce boulevard que j'allais passer la nuit avec le consentement du garçon de café. Le matin du jour suivant, j'étais décontracté. À midi, j'avais mendié du pain et on m'en avait donné. Une fille dans une boutique m'en avait donné un gros pain. Particulièrement, je m'étais mis près d'un chantier de construction et je pensais à ma fonction de technicien en génie civil que j'avais abandonnée. Et c'était vers midi que ma pensée s'était à nouveau focalisée sur le retour à El Ayoun où vivaient mes parents près d'Oujda et à pied. Donc, j'avais pris la route de Sidi Slimane d'abord, allant vers le nord-est. Sur mon chemin, j'avais récolté une bouteille vide de plastique. J'étais allé ensuite à une fontaine qui se trouvait à droite de la route pour remplir ma bouteille d'eau. Ce devait être la fontaine d'une coopérative agricole. Un jeune homme, en se moquant de mes chaussures dépareillées, qui étaient une babouche blanche à un pied et une chaussure noire sans quartier à l'autre, m'avait demandé ma destination. Je lui avais répondu en ces termes. Je vais au nord pour garder les moutons si j'en trouve. Les filles de la fontaine s'étaient écartées et je m'étais donc approvisionné en eau. Sur la route, la voix de compagnon 96 était revenue pour m'ordonner. Jette la bouteille. Je n'avais pas obéi. Et je passais par Sidi Slimane sans m'y arrêter. Plus loin, pour me reposer, j'étais sorti de la route vers la droite et m'étais assis dans un champ non cultivé. Un jeune homme était passé, je lui avais demandé de m'apporter du pain. Mais soudain, avant que ce jeune homme revînt de chez lui, et comme cela m'était arrivé à Tmara un jour de ses errances contrôlées en novembre 1996, mes monologues intimes m'étaient renvoyés distinctement à haute voix tels que je les articule silencieusement. Mon repos commençait à être perturbé à nouveau. Je m'étais levé pour retourner à la route et continuer ma route. Mais mes monologues en écho clair continuaient à m'être retournés distinctement et à plus haute voix. Pour lutter contre ce dérangement par le renvoi de mes monologues, je m'étais mis à répéter une seule phrase en français pour remplacer mes monologues qui étaient d'abord variés. Cette phrase était « Tous les jours, à tous les points de vue, je vais de mieux en mieux ». Il s'agit d'une phrase d'autosuggestion d'Émile Coué que l'instructeur de yoga Mohamed Lhmima m'avait enseigné à Casablanca en 1995. Et donc c'était cette même phrase de Coué qui me revenait distinctement en écho en mes oreilles ou directement dans mon cerveau. Là, la voix de compagnon 96 était revenue et elle m'avait ordonné « Ne dis plus tous les jours à tous les points de vue ». Je n'avais pas obéi à l'ordre de la voix. Le jeune homme à qui j'avais demandé du pain un moment précédent m'avait poursuivi par sa bicyclette et m'avait donné la moitié d'un gros pain. Exactement au coucher du soleil de ce jour-là, je m'étais écarté de la route vers la droite, derrière une clôture d'arbustes, m'étais assis pour me reposer et manger mon pain et boire mon eau. En ce moment-là, je m'avais demandé si mes parents existaient toujours à El Ayoun. En fait, l'ordre de ma pensée était bouleversé par les 20 jours et nuits d'errance et de torture, et je ne savais plus où en était le monde. Je m'étais levé et j'avais continué ma route vers la ville qui pouvait être soit Sidi Slimane, soit Sidi Qassem. À la tombée de la nuit, avec le noir, et après m'avoir approché des premières maisons de cette ville-là, la peur de passer la nuit à cette ville-là m'avait saisi. J'étais sorti de la route vers la droite et m'étais assis dans un champ de légumes, l'âme dans le désarroi. C'était en ce point-là que la voix de compagnon 96 était arrivée
et qu'elle m'avait conduit sur la route de Tanger, pieds nus, comme je l'avais expliqué dans mes 3 premières vidéos. Dans ce qui suit, je reviens au récit d'un événement que j'avais vécu à Rabat Saleh en novembre 1996, dans le même état de folie partielle, en relation avec la voie de Compagnon 96. Donc, un autre jour de cette période d'errance contrôlée de novembre 1996, j'étais à la cité Yaqub Mansour à Rabat. C'était l'après-midi. Cette fois-là, je vivais de terribles conflits mentaux en prenant les passants pour des robots et en me considérant un être humain qui devait parvenir à s'enfuir en décodant des messages dans les véhicules qui passaient. Mais ayant constaté que cette tâche était bien impossible à réaliser, un sentiment de contrariété contre cette région ouest du Maroc où je devais travailler m'avait saisi. Je n'en pouvais plus. Vers 16 heures de cet après-midi, ainsi lassé, le sentiment de colère qui monta en mon être me fit décider immédiatement de retourner à El Ayoun, près d'Oujda où habitaient encore mes parents, et donc de faire 500 km à pied. Je m'étais lancé immédiatement avec une ferme allure dans la direction de Salé. J'avais encore mes chaussures marrones en cette période-là. J'avais fait le trajet entre la cité Yaqub Mansour et la forêt Ma'moura, au-delà de Salé, en marchant énergiquement et en combattant les interprétations qui pouvaient me suggérer de changer d'avis. J'avais fait tout ce trajet après avoir traversé Agdal, Babhed, Salé, en pratiquant une respiration ventrale que j'avais apprise chez l'instructeur de yoga Mohamed El-Hmima à Casablanca en 1995. J'avais donc poursuivi mon chemin à travers la forêt Ma'moura avec la même détermination d'aller rejoindre mes parents à la région d'Oujda. Mais dès que j'étais sorti de la forêt et que quelques maisons apparurent devant moi, un jeune homme accompagné de son ami courut vers moi avec son gros bâton à la main et il commença à me menacer. Il était en fureur et je lisais de l'hostilité dans ses yeux. Il me demanda « Où vas-tu » Je lui avais répondu en toute sincérité « Je vais vers le nord du Maroc ». Il m'avait ordonné de rejoindre la route des véhicules qui mène à Meknes et dont je m'étais écarté dès que j'étais entré à la forêt Ma'moura. Je l'avais supplié de me permettre d'entrer encore une fois dans la forêt à droite et d'aller par la forêt loin des maisons. Il m'avait refusé cela. J'avais donc rejoint la route sous contrainte. J'avais avancé pour quelques moments sur la route qui mène de Salé vers Tiflet et Meknes et la nuit tomba. Les problèmes commencèrent à nouveau. La voie de Compagnon 96 m'avait rejoint à nouveau dès la tombée de la nuit. La voie de Compagnon 96 m'avait ordonné en mots distincts de rebrousser chemin vers la forêt Ma'moura, à côté de la route d'abord. Alors, un nouveau travail physique allait m'être demandé par la voie de Compagnon 96 en cette nuit-là. En cet état de fou et en cette circonstance avec la voie de Compagnon 96, je devenais crédule. Compagnon 96 commençait à m'ordonner « Cours !» puis « Cours plus vite !» tout en me dirigeant par leur voie dans des directions et lieux variés, à chaque fois dans la forêt de chênes. C'était des exercices de course violente en pleine nuit dans un terrain avec des trous, des obstacles et des arbustes. Je n'étais jamais tombé pendant ces courses. Parfois, la voie de Compagnon 96 me disait de m'étendre sur le dos en vitesse et de rester dans cette posture pour un moment et ensuite me disait de me relever en vitesse pour reprendre les sprints. La voie m'avait amené dans une zone de la forêt où il y avait une route avec un virage. Quand les phares d'un véhicule qui s'approchait
apparaissait, la voix me disait sur un ton d'urgence: cache-toi vite, on nous a repérés. J'exécutais ces ordres spontanément via ma performance physique de cette période-là avec une sincérité de dojo. Quant à moi, via mes interprétations mentales qui escortaient mes exercices physiques terribles de cette nuit-là, à Marmora, sous la pluie des ordres de la voix, je croyais que Compagnon 96 me préparait à une carrière de garde-corps. La voix de Compagnon 96 m'avait ensuite laissé libre à la forêt. Ayant constaté par moi-même que le fait de m'étendre sur le dos après cet entraînement me soulageait des peines mentales et de l'emprise des interprétations maladives, je m'étais mis dans cette posture quelque part à la forêt, à la fin de l'entraînement, sur une herbe cultivée par un service public en guise de jardin ou un carrefour. Je venais juste de commencer à me réjouir de ce repos mental et physique quand un véhicule de police, une fourgonnette, arriva près de moi. Les policiers s'étaient parlé entre eux à mon sujet et l'un d'eux avait dit au chauffeur en arabe: « Attends, nous devons éloigner ce chien d'ici. » Les policiers m'avaient effectivement fait monter dans leur véhicule marqué et m'en avaient fait descendre à un lieu non loin de celui où ils m'avaient trouvé. De là, j'étais allé vers une station de fioul sur les lieux. C'était le jour suivant que j'étais allé au quartier Sidi Moussa à Salé, oubliant totalement l'idée de venir à El Ayoun près d'Oujda. En ce novembre 1996, quand ces policiers m'avaient conduit pour une courte distance dans leur fourgonnette, l'avis de ma recherche était déjà lancé par mon frère aîné chez la police judiciaire de Mohammedia, et c'était étrange comment les services de police ne m'avaient pas trouvé quand la voix de Compagnon 96 me conduisait et me torturait dans les boulevards principaux de la capitale Rabat pendant des jours et des nuits. Dans la vidéo suivante, la 7e vidéo, je reviendrai au récit d'autres expériences que la voix de Compagnon 96 m'avait fait souffrir à Rabat en novembre 1996 sous la couverture de mon état de folie partielle.